Histoire de crime, un balado du journal. C'est pas une panne de courant qui va nous empêcher de se rassembler pour notre balado hebdomadaire. Je suis vraiment contente de vous retrouver. On a une invitée, Erika Aubin, journaliste aux affaires criminelles, Valérie Gontier au micro, Michael Nguyen, merci d'être sorti de ton palais de justice de Montréal pour nous rejoindre. Salut Valérie. Aux habitués, merci d'être de retour. Et ceux qui nous découvrent, bienvenue dans notre univers. On est des journalistes aux affaires criminelles, on parle des sujets qui nous ont intéressés cette semaine, sur lesquels on a travaillé. Erika, toi, de quoi tu viens nous parler? Bonjour, je venais vous parler d'un procès devant jury que je couvre depuis maintenant 3 semaines. C'est un homme de Terrebonne qui est accusé du meurtre prémédité de un de ses meilleurs amis, qui est un jeune homme sans histoire. Et tout ça, en toile de fond, on a une histoire de triangle amoureux. C'est incroyable comme histoire. Toi, Michael, tu t'intéresses au proxénétisme cette semaine. Exactement, une histoire qui se passe à Montréal et pas dans un autre pays avec d'autres lois. C'est un proxénète qui a plaidé coupable d'avoir littéralement acheté une femme contre une dette de drogue et un petit peu de drogue. OK. Moi, je vous parle d'un sujet qui, malheureusement, fait beaucoup couler d'encre dans les dernières années, qui est le trafic d'armes à feu. On sait qu'il y a une prolifération une montée de violence par armes à feu à Montréal. Puis pour ça, c'est parce qu'il y a du monde qui les achète, les vend. Puis je vais vous parler d'une histoire de quelqu'un qui s'est fait prendre. Il a été coincé par ses textos qu'il croyait encryptés. Donc moi, dans les derniers jours, j'ai couvert le procès d'un individu qui est accusé d'accusations vraiment graves, trafic d'armes à feu, trafic de drogue. Donc c'est un individu dans la cinquantaine, McEdwin Vilméus, qui a subi son procès récemment. Pour vous raconter son histoire, je dois reculer en juin 2022, parce qu'il y avait eu une importante opération policière qu'on avait justement suivie, dont il y avait 4 personnes qui avaient été arrêtées et on suspectait d'être à la source un peu, d'avoir alimenté les gangs de rue responsables de la montée de violences armées dans le Grand Montréal. Mm-hmm. Donc, il y avait 4 individus qui avaient été arrêtés. Vilméus n'en faisait pas partie. Donc, ça, c'est important de vous le dire. Ces 4-là, il y avait entre autres Jérémy Lamontagne, Daniel Charlius, qui ont tous deux, tout le monde a plaidé coupable, mais ceux-là avaient notamment plaidé coupable en premier et ont écopé de peines quand même graves de 6-7 ans de prison. Lorsqu'ils ont fait une perquisition, parce que quand il y a une opération policière, vous le savez, ils vont saisir des choses, ils vont fouiller dans les maisons. Chez Daniel Charlius, on avait retrouvé plein d'argent caché en arrière d'un sommier de lit. Il avait trouvé des armes dans des lattes de plancher. Puis moi, j'avais déjà écrit là-dessus, puis on avait montré toutes ces photos-là. Il y avait des cellulaires qui avaient été saisis, et c'est en faisant l'analyse de ces cellulaires-là qui ont réalisé que Daniel Charlius, qui est considéré comme étant le fournisseur d'armes des gangs de rue, il y avait peut-être eu un peu d'aide pour trouver ces armes. Et grâce à des messages qu'ils ont retrouvés sur l'application Signal, qui est une application qui envoie des messages qui sont cryptés, que personne n'est censé pouvoir voir ou retrouver à tout le moins dans un nuage quelconque. Je pense aussi que les messages se suppriment après un certain temps. On peut mettre... c'est possible que ça soit ça, mais malheureusement, les policiers ont mis la main sur ces messages-là parce que si j'ai l'application Signal sur mon téléphone, que j'ouvre mon téléphone, vous allez pouvoir les voir. Là. C'est pas comme d'autres applications où le message disparaît. Donc, les policiers ont pu retracer, faire l'extraction des données et ont pu voir qu'il y avait un numéro qui était récurrent et qui revenait souvent. Et par diverses techniques d'enquête, les policiers croient avoir identifié ce numéro-là à McEdwin Vilméus. Donc, ces 2 individus-là s'envoyaient régulièrement des messages audio, s'envoyaient régulièrement des messages textes. Il y a un message audio notamment où ce que la couronne croit être la voix de Vilméus, parce qu'on se rappelle qu'il y a un procès qui a eu lieu, un juge devra trancher à savoir si c'est vraiment lui qui a envoyé ces messages-là. On l'entend dire « J'ai réussi à t'avoir ça pour 3700 $. Puis selon la suite des messages, on constate qu'il parle d'une arme. Mais une arme longue, il parle vraiment d'une arme à feu qui peut faire des ravages. Et c'est une arme qui a finalement été vendue par Daniel Charlius
à un agent double. Parce que l'opération qui, à la base, s'était terminée avec l'arrestation des 4 individus dont je vous parlais tantôt, ben elle s'est continuée, hein, évidemment. Puis, il y a un agent double qui est allé acheter cette arme-là au coût de 12 000 $. Donc, si on fait, tu sais, si le lien entre les messages se fait, il y a quand même eu une bonne marche là, qui a été faite de la part de ces individus-là, si on comprend bien ce qui a pu se passer. Donc, vraiment, on les voit qui tentent de communiquer de façon comme cachée, si on veut, mais il y a quand même des photos qui sont envoyées, là. Donc, on voit à un moment la genèse d'une transaction. Comment ça va se passer? Donc, le numéro de téléphone que les policiers ont associé à Wilméus écrit que lui a un contact qui n'a pas été identifié encore. Là. La police, l'enquête n'a pas révélé qui était cette personne-là à qui Wilméus parlait, mais il y a une rencontre qui doit avoir lieu entre Daniel Charléus, qui est le fournisseur des gangs de rue, et ce contact-là. Et Wilméus agit comme un intermédiaire. Donc, c'est pas lui qui vend l'arme. Physiquement, là, Physiquement, c'est pas lui qui se rend mais au lieu c'est de lui rencontre. qui facilite, là. Tu sais, un peu D'où comme l'accusation de facilitation. Ben, ou d'où l'accusation, mais qu'il y en ait une quand même de trafic d'armes à feu. Donc, c'est pour ça que j'utilise dans mon texte le terme « a facilité », parce qu'on n'a pas de preuve que McEdwin Wilméus a eu les armes entre ses mains. Comme Daniel Charlius, lui, il est pris en photo avec un sac rose, avec un beigne dessus. Puis là, ce sac-là a été remis à un agent double. Puis là, tu sais, après, tu sais, on est capable de faire la boucle transactionnelle. Mais dans le cas de cet individu-là dont j'ai suivi le procès, ben c'est pas aussi clair. Mais à travers tous les messages textes qui ont été envoyés, il y a un certain portrait qui est quand même possible de dessiner. Et on voit, dans le fond, une communication avec son contact inconnu, que nous, on connaît pas. Oui, il va être là à telle heure. Yo, je suis pris dans le trafic. Puis là, tu vois tout ça. Puis peu après l'heure qui avait été donnée pour la transaction, ce qu'on pense être une transaction, Daniel Charlius envoie au numéro associé à McEdwin Wilméus une photo de lui avec un AK-47. Tu sais, pas un AR-15, pardon, excusez, je me suis trompée. C'est pas la même chose. Non. Mais donc, avec une arme longue. Puis, donc, c'est un peu ça là, que la couronne est venue comme tout montrer, puis elle expliquer au juge. Ici, là, c'est un casse-tête que le juge devra faire dans sa tête. Là. C'est plein de petites preuves circonstancielles que, mis ensemble, ben, ça forme le portrait. Puis, on pense avoir, dans le fond, identifié un individu qui a participé à du trafic d'armes à feu. Est-ce qu'on sait, lui, où il s'approvisionnait ou c'est non, pas quelque c'est chose ça, parce qui... que il y a un individu, là, qui avait un nom de code, là, sur une application X, là, sur mon Dieu, X, c'est une application, sur une application inconnue, là, dont je me souviens pas, qui était, il s'appelait Junior Street, quelque chose, là, mais lui, on n'a jamais pu l'identifier, donc on le sait comme pas d'où ça provient, tu sais, mais c'est que ça montre toutes les ramifications de ça. Puis, ce qu'on remarque aussi, ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de se procurer des armes à feu. Il y a cette personne-là qui pourrait avoir facilité, c'est comme ça qu'ils fournissaient les armes. Il y a les opérations qui passent à travers les réserves qui enjambent les États-Unis, le Canada. Oui. On a couvert beaucoup. On est rendu avec des jeunes, parfois mineurs, qui impriment des armes à feu en 3D. C'est ceux qui se font aussi livrer des pièces puis qui les montent eux-mêmes. Là. Ça peut être mais je trouve ça important moi, d'en parler, de même si lui, il n'a été qu'un intermédiaire, un genre de courtier, je sais pas comment on peut l'appeler, de ça, ben moi je trouve ça important parce que il l'a facilité. Et cette arme-là, elle aurait pu... Là, elle s'est retrouvée entre les mains là, d'un agent double. Ouais. Mais elle aurait pu se retrouver entre les mains de personnes qui causent des ravages dans les rues. Là. Sincèrement, là, la violence armée, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Un, tu me donnes ça dans les mains, je sais même pas quoi faire avec ça. Deux, tu sais, acheter ça, pour moi, je comprends... Je saurais même pas par où partir pour m'acheter une arme. Mais tu sais, les jeunes, ils font ça, puis les jeunes et les moins jeunes, là, c'est un individu ici qu'on parle là, dans la 50aine d'années, qui sont accusés de crimes extrêmement graves, puis je trouve ça important de raconter ces histoires-là parce que les armes apparaissent pas comme ça, puis c'est pas vrai que la frontière est un enjeu là, entre les États-Unis et le Canada, mais il y a également toutes sortes d'autres affaires. Il y a pas comme un gros bassin dans lequel les criminels vont chercher leurs armes. Il y a toutes sortes des gens qui se cassent le basic là, vraiment pour obtenir des armes. Donc, dans ce cas-ci, à suivre, là, il va y avoir un verdict éventuellement dans ce procès-là.
Parlant de procès, Erika, toi, t'en suis un. Oui, un côté procès... de Saint-Jérôme. Oui, un procès devant jury. Donc, l'accusé, on a Simon Descarrés, un homme de 27 ans, qui est accusé d'avoir tué un de ses meilleurs amis, Maxime Villeneuve, qui avait 27 ans quand il est décédé. Dans le fond, ce qu'on a compris dans les premières minutes là, du procès, c'est que Maxime avait commencé à fréquenter depuis peu l'ex-copine de Simon. Qui est l'accusé. Qui est l'accusé, ouais. La jeune fille se nomme Maïté Hébert et c'est ça, il avait commencé une relation, les deux. Et ce que la couronne entend démontrer, évidemment, c'est que Simon a visiblement pas pris cette nouvelle relation-là puis qu'il aurait décidé de se faire justice lui-même. C'est ce que la couronne veut démontrer pendant le procès. Comment elle est morte, la victime? En fait, je vais vous amener, premièrement, au 6 octobre 2021. Ça, c'est la journée où justement Maxime a été tué. On a Simon qui est chez lui, qui soupe avec une de ses amies, qui prend une nouvelle fréquentation, qui prend un verre tranquille. Et vers environ 22h30, il aurait reçu un message texte, un message dans lequel on voit que Maxime a comme pris un peu son courage à deux mains et lui demande pardon. Et on l'a vu, on a pu le lire, là, le message texte a été présenté au juré. Et il lui demande pardon, c'est ça, parce que il dit « Aujourd'hui, on est ensemble, je sais que ça se fait pas ce que j'ai fait. » Bref, il parle de sa nouvelle relation avec Maïté. S'excuse d'être en couple avec son ex. C'est ça, il demande pardon pour sa nouvelle relation, mais c'est pas trop clair de qui il parle. Mais bref, Simon comprend très rapidement que c'est de Maïté dont il est question. Et comme je disais, il est en train de souper avec son ami, il se lève, il dit « J'ai quelque chose à faire, je m'en vais », puis il part, sans donner... Puis ça, c'est la fille, là, la nouvelle prétendante qui était venue raconter ça au procès. Oui, c'est elle qui est venue raconter ça. Elle, à ce moment-là, elle a aucune idée de où ce qui s'en va. Elle peut pas s'imaginer que cette histoire-là allait prendre une tournure aussi tragique. Là. Elle a aucune idée, donc il se lève, il part, il s'en va. Et là, il était, comme je disais, 22h30 à peu près. 45 minutes plus tard, à Blainville, dans le quartier où Maxime habite, il y a des voisins qui ont entendu des coups de feu et qui ont téléphoné au 911 pour dire « Je viens d'entendre des coups de feu ». C'est un petit quartier résidentiel, c'est pas normal qu'il y ait ça à cette heure-là. Donc, on est 45 minutes plus tard seulement. La façon dont Maxime a été tué, c'est en fait il y a 2 armes qui ont été utilisées contre lui. Premièrement, il a été tiré une première justement atteint par balle là. On a ouvert le feu sur lui et ensuite il aurait été poignardé à au moins comme 5 reprises. Il y avait des plaies qui étaient tous au niveau de son torse et il y avait pas de plaie de défense. Ce qui peut laisser croire qu'il a été abattu avant. C'est ça, c'est ce que la pathologiste est venue dire, là, la pathologiste judiciaire qui a fait l'autopsie. Elle, considérant qu'il n'y a pas de plaie de défense, elle croit qu'il a été comme atteint par balle avant. Ce qu'il faut expliquer aux gens qui connaissent peut-être moins ça, c'est que nous, on couvre tellement de procès, c'est que souvent, dans des causes de meurtre, les victimes... le pathologiste va venir expliquer que les victimes ont souvent des plaies sur les mains. Des plaies de défense. Les bras, puis c'est des plaies de défense. Ça, c'est le réflexe quand une personne te poignarde, tu vas essayer de te protéger, de bloquer. C'est ça qui fait... On a des images qui nous viennent en tête, malheureusement. Là, on peut s'imaginer comment est-ce que quelqu'un va se mettre comme ça. Donc, dans ce cas-ci, il y en avait pas. Fait que ce qui laisse croire qu'il a été atteint par balle en premier. Après ça, les 5 plaies, il y en avait même qui se rendaient jusqu'au cœur, là. Fait que ça a été assez... Donc, ça aurait été mortel également. Les deux blessures auraient été mortelles. La façon où ce qui a été atteint et tout, là, les deux en soi, c'était mortel. Donc, très, très violent. Pendant tout ce temps-là, pendant que lui était victime d'un meurtre, il y a son coloc qui dormait dans la pièce d'à côté, qui, lui, a entendu le coup de feu. Mais il était endormi, donc ça l'a comme réveillé, mais il était pas certain de savoir qu'est-ce qu'il avait entendu, là, évidemment, juste un coup de feu comme ça, fait qu'il s'est rendormi. Finalement, il y a un téléphone qui sonnait sans arrêt, c'était le téléphone de Maxime Villeneuve qui sonnait, fait qu'il s'est levé pour voir, voyons, qu'est-ce qui se passe. Et au même moment, parce que là, je rappelle que des voisins avaient appelé le 911. Ouais. Au même moment, t'as les policiers qui débarquent dans l'appartement à Blainville, l'appartement de Maxime. Puis ça se passe vraiment là très rapidement là. T'as le réveil brutal. Ouais. T'as le coloc qui descend les marches, puis après la police qui rentre en même temps, puis là, la police lui demande est-ce que t'es seul? Il dit non, mon coloc il est là. Puis en même temps il pointe puis il voit
que son coloc est étendu par terre. Ah ouais. Qui viennent d'être... Donc, lui, il a dû passer un mauvais quart d'heure, là, parce que c'est sûr qu'il a été le premier suspect aux yeux de la police. D'une certaine façon, en effet, il a comme été le premier suspect. Là, on l'a amené dans la voiture de police, on l'a interrogé puis tout. Après ça, évidemment, on a compris plus tard que c'était pas lui. En tout cas, il est pas accusé en ce moment. Là. Ouais. Mais oui, c'est ça s'est passé comme ça. Il a quand même fallu qu'on remonte jusqu'à Simon Descaries. Là. Les policiers, c'est Simon Descaries qui ont arrêté, qui lui avait pris la fuite. Oui, mais dans le fond, Simon Descaries a été arrêté comme 28 heures plus tard. OK. Puis là, en ce moment, au procès, ce qu'on apprend, c'est un peu justement qu'est-ce qui s'est passé entre le meurtre, le soir du 6 octobre, puis quand il s'est fait arrêter, on était rendu comme au 8 octobre, là, pendant ces 28 heures-là. Là, on a appris qu'il y a un de ses amis qui est venu témoigner, un des amis à Simon qui est venu témoigner. Lui, il s'appelle Sébastien Couture, qui a reçu un appel au beau milieu de la nuit par le frère de Simon. Ça fait beaucoup de noms, là, mais Brian, le frère de l'accusé. Oui, le frère de l'accusé qui s'appelle Brian Descaries, qui lui a demandé les NIP des cartes de crédit de Simon parce qu'il avait besoin d'avoir accès à de l'argent pour payer un avocat. Puis ça, c'est tout ce que, à ce moment-là, on lui dit. Puis lui, il comprend pas trop. Encore une fois, il est endormi, il se réveille, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il appelle son ami Simon pour lui demander, tu sais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton frère a besoin d'argent comme ça? Et à ce moment-là, Simon lui dit qu'il a fait quelque chose de grave, qu'il s'est mis les pieds dans la merde. Mais il lui dit pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ça reste assez flou comme ça. Sébastien est venu raconter au procès qu'il a passé comme la nuit à capoter parce qu'il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il savait qu'il y avait quelque chose de grave. Puis il a même essayé de convaincre son ami, tu sais, si t'as fait quelque chose de grave, on va aller à la police ensemble. Puis essayer de le raisonner. Essayer de le raisonner, mais à ce moment-là, il sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est le lendemain matin, en voyant dans les médias qu'il commençait à avoir il y a eu des articles, évidemment, rapportant un meurtre sur la 61e avenue à Blainville. C'est à ce moment-là qu'il a fait des liens parce que il savait que Maxime Villeneuve habitait sur cette rue-là à Blainville. Fait que c'est là qu'il a commencé à faire des liens. C'est peut-être lui qui a aidé les policiers dans leur enquête, mais parce qu'il a téléphoné au 911 puis il a dit « j'ai peut-être de l'information pour vous sur ce qui s'est passé sur la 61e avenue ». Et il a été rencontrer les policiers là, pendant des heures pour raconter ce qu'il savait. Après ça, il y a un autre ami de Simon aussi, Descaries, qui est venu témoigner cette semaine pour dire que lui, encore même chose, on l'appelle au milieu de la nuit. C'est un grand chum là, de Simon. Il était prêt à tout pour lui. Lui, on l'a appelé au milieu de la nuit pour lui offrir 500$ pour aller cacher une arme à feu. OK. Puis à ce moment-là, lui qui raconte ça au jury, il s'appelle Kenny. C'est ça, c'est un grand ami de Simon, mais aussi à ce moment-là, il y avait des problèmes de consommation de drogue, fait qu'il était prêt un peu à faire n'importe quoi pour avoir un peu d'argent, puis c'est ça, consommer davantage. Fait qu'il a accepté de rendre service à son ami Et là, dans le fond, ce qu'on lui a dit... Il s'est fait prendre un peu la main dans le sac. Oui, un petit peu. Lui, ce qu'on lui a dit, c'est « Rends-toi sur la rue des Pommiers, le véhicule est là, l'arme est dans le coffre. » Puis une arme est dans le coffre. Fait qu'il s'est rendu sur la rue des Pommiers à Blainville. Il était littéralement à côté de la voiture c'est admis, là, c'est la voiture de Simon Descaries, quand son téléphone a sonné. Et c'était la police au bout du fil. C'était des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui lui demandaient de venir le rencontrer chez lui. Fait que il s'est dit « Merde, je viens de me faire pogner. » C'est carrément ça. Alors qu'il avait comme rien fait encore théoriquement. Là, mais théoriquement, il avait rien fait encore, mais c'est ça. Il pensait qu'il s'était fait pogner. Fait qu'il est allé rencontrer les enquêteurs. Puis il a lui aussi dit qu'est-ce qu'il savait. En tant que tel, Simon lui avait aussi dit certaines choses au téléphone qu'il a pu rapporter aux enquêteurs et tout. Bon, on lui avait offert 500$ pour cacher une arme. Ouais. Donc, puis il était aussi motivé parce que lui, il avait peur que son ADN se retrouve sur cette arme à feu-là. Parce que quelques jours plus tôt, il s'était rendu avec son grand chum, Simon, pour tirer, faire une séance de tir dans la fameuse vidéo, là. Oui, c'est ça. Qui tire dans le bois. C'est ça. Il y a une vidéo avec l'application Snapchat là, qui avait été prise, qui a été présentée au jury. Dans le fond, on les voit, là, sont trois, puis on les voit en train de tirer dans un petit boisé avec une arme à feu. Et lui avait peur que son ADN se retrouve sur l'arme. Mais donc, dis-moi, tout ça, c'est raconté devant le jury. Ouais. C'est
une plongée dans chaque petit moment Absolument. de ces peut-être 35 heures, 30 heures de cette arrivée. Ouais. L'accusé, il est là, il écoute, il entend son ex témoigner, il entend ses amis témoigner. Comment il réagit par rapport à ça? Il est assez neutre, toujours bien habillé, avec un veston, une chemise blanche. Il est dans ce qu'on appelle un box des Le box accusés. des Là, accusés, c'est ouais, tout, bien sûr. c'est vitré, Ouais. c'est fermé. Il est seul dans le box des accusés vu que c'est vraiment fermé comme. Mais il est assez calme. Je le vois prendre. On le voit en fait prendre des notes. Tu sais, il écoute ce qui se passe devant lui. Il prend des notes. Il est attentif. C'est devant aussi une salle quand même assez pleine. Il y a toujours beaucoup de monde qui assiste. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Est-ce qu'il y a des proches de la victime qui assistent à ça? Il y a toujours beaucoup de monde qui assiste au Ouais. procès. Il y a des proches. Oui, en fait, tu sais, la première journée, là, la salle débordait. Là. On avait de la misère à se trouver de la place. Ouais. Il y a des proches de la victime, en effet. Des amis, beaucoup. Des amis, c'est beaucoup ça? qui assistent. Des amis. C'est ça qui est un petit peu spécial aussi, c'est que c'est des amis, tu sais, un peu il y en a plusieurs là, qui sont venus témoigner, puis ils connaissaient autant la victime Mais oui! que l'accusé. Fait qu'on a vraiment une incursion dans leur gang d'amis, là, en ce Oui, moment. puis tu sais, là. ça a brisé bien des choses, là, Probablement. ce décès-là. Puis tu sais, il faut pas oublier aussi que moi, je trouve ça super important de dire que la jeune femme, là, qui est au cœur, là, Mhm. au centre de ce triangle-là, Amoureux, ouais. allégué, mais elle était une femme libre, là. Il n'y a Oui. pas eu d'adultère ici, là. C'était des ex, là. Ouais, c'était des ex qui s'étaient laissés depuis juillet environ, depuis l'été, là. C'est ce qu'on a appris ce matin. Fait que ils s'étaient laissés, en effet. Et après ça, elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a vécu quand même du harcèlement pendant des mois de son ex, Simon, là, des messages textes, beaucoup d'appels et tout. Ça doit vraiment être difficile pour les proches de... Tu sais, quelqu'un qui meurt, là, c'est toujours tragique. Quand il y a un crime qui est commis, ça l'est encore plus. Mm-hmm. Mais ça, tu sais, c'est ce genre de meurtre-là, c'est important pour les gens, souvent, d'avoir une réponse, tu sais, des réponses à... C'est pas toujours... tu sais, les proches sont pas toujours, par expérience, je parle pas de ce cas-là, parce que je connais pas du tout la famille, mais sont pas toujours là par vengeance et tout. Ils veulent comprendre. Ils veulent parce des qu'ils réponses, sont un peu dans le flou, eux, parce que pour protéger l'enquête, les enquêteurs ne leur parlent pas, ne leur donnent pas les détails. Souvent, ils apprennent en même temps que nous, médias et membres du public, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, c'est vraiment... c'est important, ces procès-là devant le jury. Puis, ben, Simon Descaries va être jugé par ses pairs. Hein? Ouais. C'est le choix qu'il a fait. Ouais. Combien? 12, 14, 13? 12, ça dépend toujours. 12 Ouais. jurés. 12 jurés. 6, c'est très égal. Paritaire. Ouais, paritaire, je cherchais le mot. 6 femmes, 6 hommes. Donc, oui, c'est eux qui vont... c'est eux, dans le fond, les juges des faits, comme on leur rappelle exactement. souvent. Puis on fait un peu attention à ce qu'on dit en ce moment parce qu'un procès Ouais. devant jury, ben c'est important de rapporter que les faits qui... Tu sais, moi, je connais rien d'autre de cette histoire-là de toute façon, mais de façon générale, un procès devant jury, on rapporte que les faits parce que le jury se doit de se baser que sur ces faits-là. Mhm. Et non n'importe quoi d'autre qui Des aurait pu fois, être dit. Puis là, je parle de façon générale. Oui, de Tu sais, des façon fois, il y a générale, des choses exact. que nous, médias, on sait qu'on peut pas rapporter, qu'on peut pas écrire. Ouais. C'est vraiment à partir du moment où le jury s'assoit dans la salle, c'est vraiment à partir de ce moment-là où nous, on peut rapporter ce qui est dit. Absolument, exactement. C'est intéressant, Erika. Il reste quelques semaines encore à ce procès-là. Ouais, il reste 2-3 semaines encore là, au procès. Parfait, merci. Merci. Mickaël, tu vas nous parler d'un individu qui a plaidé coupable une deuxième fois en quelques mois à peine de proxénétisme. Oui, donc Jeffrey Audet, Ouais. un proxénète montréalais, en février dernier, il avait été déclaré coupable. Il avait même écopé de 5 ans de pénitencier Ouais. pour avoir forcé à la prostitution une jeune adolescente qui était mineure. Ouais. Donc, on a appris, tu l'avais couvert d'ailleurs, ce procès-là. Ouais. C'est un monsieur assez arrogant, je dirais. Ouais. C'est, si vous allez voir les articles qu'on a écrits à l'époque, ben, il faisait des gros doigts d'honneur Ouais. au caméraman. Tu vois, il avait l'air de s'encolisser, comme on dit. Ouais. Il a son procès, il est déclaré coupable. La peine, 5 ans de pénitencier, c'est assez long, mais on apprend que quoi? C'est pendant cette même période, il y a 4, 5, 6 ans, ben, il avait fait une deuxième victime. Et il est accusé, évidemment, et cette semaine, il revient à la cour, il décide de plaider coupable, de reconnaître tous les faits. OK. Et ça, ça a choqué tout le monde dans la salle parce que on n'imaginait pas qu'on était encore là, que ça existait encore ce genre de cas.
Fait, la victime, évidemment, on peut pas la nommer, il y a une ordonnance de non-publication, il faut la protéger. Ben, elle, c'était une femme qui était en situation d'itinérance, qui était avec un conjoint assez violent, qui avait des dettes de drogue. C'est là que le proxénète arrive et dit à l'homme, ben, m'en vais payer ta dette de drogue, je vais même te donner un petit peu de drogue en plus, puis en échange, ben, tu me donnes ta blonde. On a acheté une femme. Littéralement, c'est une transaction. Pour un peu d'argent, un petit peu de drogue, ben, il a pris possession de la femme. Et cette femme-là, elle a vécu un enfer. Mais quand je dis un enfer, c'est... Elle devait se prostituer. Au début, lui, il allait, un peu comme beaucoup de proxénètes, tu sais, parler, on est en couple, on est ensemble, la vie est belle, tu vas te prostituer, tu vas garder des gains, je vais prendre une partie, ben, c'est moi qui m'occupe de faire la publicité. Et là, ben, au début, il prenait 50% environ. Ouais. Tu sais, il donnait l'autre 50%, mais assez vite, ce qui arrive dans tous les cas, c'est que 50% devient 75% et devient très vite 100%. Ben, en fait, c'est qu'ils inventent des dettes, là, de oui, mais là, moi, je suis là pour ta protection, puis... je suis ton conducteur. Oui, c'est ça, c'est moi qui fais les appels, c'est moi qui fais les annonces. Et la victime, ben, elle, c'est, on commence 5, 6 clients par jour, ben, c'est rendu à une trentaine de clients par jour. Aïe, aïe, aïe! C'est énorme, ça a duré des années. Elle était complètement sous son emprise. C'est plus qu'un client par heure, ça, c'est oui, absurde. Puis lui, c'est vraiment, il prend les rendez-vous, puis hop, dès que c'est fini, tu t'en vas pêcher le prochain. C'était vraiment du travail à la chaîne. C'est absolument choquant. On est dans la salle, on entend la procureure qui résume les faits. Il y a la victime dans la salle qui se met à pleurer. D'entendre ça doit être super difficile pour elle. T'as les proches de l'accusé qui, au début... regarder la victime, pourquoi elle parle. Tu voyais qu'ils avaient l'air choqués contre la victime, mais au fur et à mesure que la couronne lisait le résumé des faits... ils ont comme compris qu'est-ce qui se passe. Exactement, parce que bien souvent, un accusé, il n'y a pas le choix d'en parler à ses proches, parce que pour toi, je suis en prison, mais souvent, ils disent peut-être pas un petit peu tout, ils donnent leur version à eux, ils me tendent à minimiser, mais là, il n'y a pas moyen de minimiser. Déjà, c'est choquant. Après, la victime, elle vient, elle décide de parler au juge. C'est leur droit de faire ce qu'on appelle une déclaration de victime. Puis là, elle montre à quel point elle a du mal à se reconstruire. C'est dur, elle est traumatisée. Elle essaye vraiment, là, elle a essayé de trouver du travail, mais ça n'a pas marché. Parce qu'on peut imaginer plusieurs années à devoir être forcée à la prostitution, ça crée des dommages. Là, elle essaye de retourner aux études, mais elle le dit, c'est pas facile. T'sais, elle prend encore des médicaments, elle essaie de se relever, puis on sentait le désespoir dans sa voix. Ça m'a marqué parce que on le voit souvent. T'sais, on fait un article, c'est un proxénète condamné où la vie est belle, il s'est fait arrêter, c'est terminé, alors que non. T'sais, pour la victime, c'est son drame, puis c'est elle. Souvent, ce qu'ils disent, moi, la peine de prison, je suis en train de la vivre parce que je vis comme dans une prison. Ben oui. C'est horrible. Il a pogné 18 mois de prison. Ça peut sembler clément. Effectivement, avec tout ce que tu nous racontes, là. Puis la couronne le dit, ça aurait pu mériter 7 ans, mais ce qui est important à noter, c'est que ça s'ajoute aux 5 ans de pénitencier. Exact. La défense, comme c'est dans... Je vais pas rentrer dans tout le droit, mais la défense, elle aurait très bien pu faire une requête en disant, comme c'est arrivé, en même temps que la victime du dossier précédent, ça aurait pu être une peine concurrente, c'est-à-dire on les purge ensemble, c'est-à-dire on va te donner 5 ans pour cette victime, puis 4 ans pour l'autre victime, mais tu les purges en même temps. C'est pas 9 ans, ça va être... 9 ans, mais là, c'est consécutif, finalement, le 18 mois. Fait là, c'est 18 mois de plus. Qui s'ajoute à sa peine qui purge en ce moment. Donc, ça revient à environ 6 ans et demi de pénitencier. C'est sûr qu'il pourra demander à sortir plus tôt s'il a un bon comportement, mais ce qui est important à dire, c'est que la victime, elle a été consultée dans cette affaire-là. Donc, elle est au courant, elle n'a pas une surprise sur la peine. Exactement, il n'y a pas de surprise. On peut pas tout dire, évidemment, parce qu'il y a un aspect de confidentialité, puis il y a une question de respect sur la aussi. Relation entre les deux individus. Puis il y a une question de respect envers la victime, parce que, on en parle, mais elle le lit, puis c'est son histoire qu'elle lit. Là. En fait, on essaie d'être respectueux envers eux, mais elle est satisfaite. Moi, je l'ai côtoyé dans une salle d'audience, là, de Jeffrey Odette, parce que j'avais couvert le premier procès qui était concernant le proxénétisme sur une victime mineure. Il y avait une adolescente qui était en fugue. Sa mère la cherchait et c'est finalement à un moment, elle reçoit un appel de sa fille, le prend et c'est un numéro qu'elle ne reconnaît pas.
Donc, elle met ça dans un moteur de recherche et elle tombe sur des annonces mettant en vedette son adolescente. Elle ne voit pas son visage, mais c'est une maman. Elle reconnaît sa fille, malgré tout, en petite tenue, là, et tout. Donc, c'est vraiment des annonces. Elle l'a appelé avec le numéro des annonces. Ce qui est arrivé, c'est que c'est pas elle qui l'a appelé, c'est un enquêteur de police, de la police de Longueuil, qui l'a appelé, qui s'est fait passer pour un client. « Salut, moi, c'est Mario. J'aimerais ça avoir des services et tout. » C'est présenté dans la chambre d'hôtel, de motel, là, qui était où elle était, et a sorti la petite fille, là, l'adolescente de cette situation-là. Et c'est comme ça que Jeffrey Odette avait été arrêté, puis accusé de proxénétisme. Puis lui, ce qu'il avait dit, c'est elle était volontaire. Mais ce que M. Odette semblait peut-être pas savoir, c'est que lorsqu'on parle d'une personne mineure, t'as beau être volontaire, une personne mineure, c'est un crime d'offrir les services sexuels d'une personne mineure. On voit souvent l'excuse. Elle était volontaire, mais c'est sûr que si tu lui fais miroiter la lune, si tu la frappes, si tu la bats, si tu l'agresses sexuellement, ben peut-être que Louis, c'est peut-être pas le oui le plus libre et éclairé qu'on peut avoir aussi. Fait que cette défense-là, on sait pas si ça se serait concrétisé à ce moment-là, mais ce qui avait été discuté selon l'adolescente, c'est que il lui laissait miroiter le fameux week-end de la Formule 1 à Montréal. Là, ce fameux week-end. Où elle pourrait faire plein d'argent. Donc, tu sais, honnêtement, on sait pas si ça se serait concrétisé, comme je dis, mais tu sais, heureusement, elle a été sortie de ça juste à temps. Là. Puis la police, elle travaille très, très fort. Leurs escouades spécialisées, quand on les voit, c'est probablement les policiers les plus humains, les plus empathiques. C'est un monde à part. Tu sais, on a souvent l'image du policier qui t'arrête un petit peu froidement pour une infraction autour de la sécurité routière, mais là, c'est vraiment des équipes spécialisées, des intervenants qui sont là, qui accompagnent. Absolument. Ça peut être difficile même pour eux aussi là, de faire ce travail-là. Là, c'est dur, mais en même temps, ce qu'ils disent souvent, c'est de voir une personne qui s'en sort, qu'ils ont réussi à aider, ben, ça vaut tout l'or du monde, puis c'est pour ça qu'ils font ce travail. Puis c'est à l'écoute, toujours là, font des heures supplémentaires, je pense même sans être payés, parce qu'ils créent un lien avec les victimes. Ils se font appeler des fois à minuit, 1h du matin, 2h du matin, mais ils répondent pareil. Pas juste parce que c'est leur travail, mais c'est parce qu'ils veulent aider les victimes à s'en sortir. Ils veulent pas en échapper une. Ouais. Ils veulent pas en échapper une. Tu prends pas l'appel à un moment, puis je veux pas leur mettre la pression, là, parce que, tu sais, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Si je le prends pas, cet appel-là, ça se pourrait que là, elle n'ait pas une oreille, tu sais, à qui parler. Puis à ce moment-là, puis c'est vraiment des victimes vulnérables qui ont peur. Parce que c'est quelqu'un qui leur a enlevé la liberté de leur propre corps. Donc, ces gens-là sont très fragiles. Là. C'est des personnes qui sont très, très, très vulnérables. Donc, j'aimerais ça juste dire rapidement par rapport à la peine qu'il faut prendre en considération que il a été accusé que récemment par rapport à cette deuxième victime-là. Donc, il a plaidé coupable très rapidement. Puis ça, ben, justifie pas la peine. Moi, j'étais pas dans la salle d'audience, puis j'ai pas eu les arguments, mais quand même, c'est un facteur à prendre en considération. C'est toujours pris en compte souvent quand on a été un long procès. C'est une suggestion commune, parce qu'on comprend, c'est la couronne, la défense se sont assis ensemble, ont regardé tous les aspects, mais la victime a été tenue au courant de ce qui s'est passé et elle est contente du résultat. Dans ce cas-là aussi, ça fait qu'elle n'a pas à témoigner au procès ou, tu sais, je sais pas s'il y a eu une enquête préliminaire, mais à témoigner à plusieurs reprises. Là, ça fait que quand même, elle n'a pas à faire ça. Elle peut tourner la page et essayer de continuer à se reconstruire. Bon, on est vraiment, ça a été, on avait un beau menu aujourd'hui. Oui. On a parlé de plein de sujets variés. Puis, ben, la semaine prochaine, on recommence. On va avoir Maxime Delan, notre patrouilleur national, là, qui est journaliste photographe sur la route, qui va revenir. Et on va aussi avoir celui qu'on peut peut-être maintenant considérer comme notre expert des archives, Stéphane Allary, qui va nous dépoussiérer, là, un vieil article, puis qui va venir nous parler de quelque chose qui s'est passé, peut-être même avant qu'on soit la mémoire du Québec. Rien de moins. Hey, merci d'être venu. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.